Nous allons à présent parler des nouveaux défis pour une utilisation et un déploiement fiable d'une intelligence artificielle de confiance dans le contexte de souveraineté numérique. Voici le speaker. Sofiane Chafai, Senior Director Interval Technology. À vous, Sofiane. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui et je suis particulièrement content d'être aujourd'hui avec vous. Pour les personnes qui étaient hier, il y avait deux présentations qui étaient très intéressantes sur l'intelligence artificielle. Donc un talk qui avait été donné par Ali Khlan et qui nous a rappelé en fait que l'intelligence artificielle c'est une histoire qui a plus de 40 ans et sur lesquelles on a aujourd'hui une plus grande exposition. Pourquoi? Parce qu'on a eu des événements cette année avec ChatGPT qui a fait que c'est devenu un phénomène de mode en fait, mais en réalité, la technologie, elle existait depuis longtemps. Donc par rapport au talk, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il y a un grand débat par rapport à l'intelligence artificielle qui se situe sur plusieurs niveaux. Sur le niveau, d'abord sur des challenges techniques de l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui on a les capacités de traitement et on a les capacités de stockage qui font qu'on a des applications qui sont de plus en plus nombreuses et qui utilisent l'IA. C'est une bonne chose. Par contre, ce qui est moins peut-être, qui est plus contraignant, c'est tous les problèmes d'éthique et surtout tous les problèmes de sécurité qui ne sont pas assez, à mon sens, qui ne sont pas assez vulgarisés. Donc on a très peu de communication par rapport à la problématique de sécurité de l'IA et sur lesquels on va avoir beaucoup de challenges. Donc le talk d'aujourd'hui, en fait, je vais essayer humblement de vous présenter quels sont les principaux risques et les principales attaques qui existent aujourd'hui par rapport à des systèmes qui utilisent l'IA et sur lesquels nous sommes aujourd'hui tous consommateurs. Si vous faites par exemple un tour dans les stands, vous allez trouver beaucoup d'éditeurs et tous ces éditeurs ont des solutions qui intègrent, qui embarquent des composants sur lesquels il y a de l'IA. Donc ça c'est très important et c'est vraiment transverse. On va trouver ça dans tous les secteurs. Dans le secteur par exemple médical, vous avez beaucoup, dans l'imagerie par exemple, vous allez avoir beaucoup de solutions sur lesquelles on intègre des modèles qui sont sur de l'IA, des modèles sur lesquels on va être capable d'identifier par exemple des tumeurs cancéreuses, dans la recherche, mais également dans tout ce qui est système de reconnaissance faciale, de reconnaissance de texte, ou des modèles par exemple dans les banques. On est capable aujourd'hui de profiler des clients, d'attribuer des notes de crédit en fonction de ces composants qui sont intégrés dans des core banking. Alors très rapidement par rapport à l'agenda, on va passer en revue les principales menaces et les principales attaques qu'on peut avoir sur ces systèmes. On va essayer également de comprendre où se situe le problème de ces composants qui utilisent l'IA et puis quelques pistes de rémédiation. Donc en gros, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre comme contrôle de sécurité pour pouvoir adresser ces risques. Et on terminera avec la stratégie nationale, donc stratégie nationale de digitalisation, mais aussi stratégie nationale pour l'IA, puisque pour ce qui était hier sur un slide, on a vu que l'Algérie a une stratégie par rapport à l'IA, puisque aujourd'hui on a au moins 2 écoles qui enseignent l'IA, mais ce qui est très très important aussi, c'est qu'on puisse avoir nos propres ressources, qu'on puisse gagner en autonomie par rapport à des systèmes qui vont utiliser ces technologies. Alors, je commencerai déjà par une anecdote. Ici, vous avez Thomas Newcomen, qui est un inventeur britannique, qui a été à l'origine de la machine à vapeur. En fait, il avait conçu une invention qui n'a pas très bien marché au départ. C'était plus un prototype. Donc on est en Angleterre au XVIIIe siècle et donc il y avait des mines de charbon et ils avaient un problème de mines qui étaient inondées par l'eau.
Et donc c'était très contraignant et très pénible de travailler dans ces environnements. Et donc lui a eu l'idée de concevoir le premier prototype de machine à vapeur. Le problème, c'est que la machine telle qu'il l'avait conçue avait deux défauts majeurs. Elle était très consommatrice en ressources. Et puis, le second défaut, c'est qu'elle n'était pas très efficace. Donc, par la suite, on a un inventeur qui est plus connu, puisque c'est James Watt, et qui a réparé une de ces machines, et puis qui a conçu, qui l'a améliorée en réalité. Qui l'a améliorée, et ça nous a donné la machine à vapeur, qui est utilisée un peu partout. Et donc, l'anecdote par rapport à cela, c'est que une invention, elle peut être très innovante. À l'époque, c'était très innovant d'avoir un moteur à vapeur, une machine qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses. Donc l'innovation était là, mais simplement, il ne faut pas s'arrêter au stade de l'innovation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sur un prototype, il va falloir l'améliorer pour qu'il soit viable. Et donc, pour faire un parallèle par rapport à l'IA, c'est un peu ce qui se passe en réalité. Parce que lorsqu'on parle des applications de l'IA, on va parler de tout ce qui est, de tous les avantages que va nous procurer l'IA en termes d'autonomie, en termes de vitesse, en termes, l'IA va remplacer beaucoup de tâches qui peuvent être contraignantes, d'accord? Donc il y a ce côté amélioration qui est intéressant, mais il y a toute la problématique de sécurité dont on va parler. Et donc on n'a pas encore atteint un stade de maturité par rapport à toutes ces technologies. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'attaque de ces systèmes, ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des faits réels. Et donc là, j'ai pris, parce qu'il y en a beaucoup en fait, sur lesquels on a très peu de publications, j'ai pris des exemples les plus parlants. J'en ai pris 3. Je commencerai par le premier exemple qui est à mon sens assez intéressant, parce qu'en fait, là, vous avez la société Silence. En fait, c'est une société qui a été rachetée par un grand constructeur de téléphones qui ne fait plus les téléphones. Je pense que vous avez deviné c'est qui, c'est BlackBerry, qui ne fait plus de téléphones, mais qui se sont lancés dans la sécurité. Et donc, c'est une solution, en fait, c'est un EDR qui intègre un logiciel anti-malware, qui est basé sur l'IA. Alors, le problème, c'est que ce logiciel qui est censé nous apporter de la sécurité, en fait, ne va pas nous apporter de la sécurité, mais peut-être une plus grande vulnérabilité par rapport à des malwares qu'il ne détecte pas, d'accord? Et donc alors la vulnérabilité, elle est connue, elle est sur le Mitre. Donc il y a eu une attaque par rapport à cette solution dans laquelle on a pu faire passer des ransomware qui sont très connus, WannaCry par exemple, pour ne citer que celui-là, que la solution n'a pas détecté. Et on va voir pourquoi et comment. Donc en fait ici, les attaquants ont utilisé des failles qu'on peut trouver dans les algorithmes de machine learning. Donc ça, c'était le premier exemple. Alors le second exemple, c'est un exemple qui est, puisque les applications de l'IA, elles sont multiples. Donc on a toutes les applications qui sont des applications de reconnaissance d'image qu'on va trouver sur des véhicules embarqués. Là, vous avez une marque qui est très connue, qui est un véhicule autonome et qui est censé nous conduire de manière autonome. Donc elle embarque des caméras de très haute résolution et ça permet au véhicule de pouvoir se mouvoir sur des routes, dans des rues, etc., etc. Alors le problème de ces technologies, c'est qu'on est sur de la reconnaissance d'image, et dans la reconnaissance d'image, on a certaines failles et certaines vulnérabilités de sécurité qui sont propres à l'algorithme lui-même de reconnaissance d'image. Alors en exploitant ces failles-là, il est facile de leurrer le logiciel en lui faisant croire, par exemple, en modifiant le marquage au sol, on peut dévier un véhicule de sa route. En jouant uniquement, vous savez que ces logiciels-là sont capables de reconnaître des panneaux de signalisation, par exemple un stop. Si on va altérer l'objet, le panneau de signalisation, par exemple, on va cacher la lettre S, le système ne reconnaîtra pas le panneau de signalisation et il peut bypasser le stop et donc faire un accident, par exemple. Et donc ça, ce sont des cas réels. Je vous raconte pas ce sont pas des POC de laboratoire. Ce sont des cas réels qui existent. Je pourrais vous envoyer des liens. Donc il y a même eu un accident par rapport à ça aux États-Unis et au Texas, une femme qui s'est faite renverser par un véhicule autonome.
D'accord? Donc ça, ça également, on va voir comment on a ce type de problème. Et on a aussi un autre type de problème qui est lié à des logiciels sur lesquels on va avoir de l'intelligence artificielle. Donc ici, par exemple, vous allez avoir un logiciel qui est utilisé dans les hôpitaux qui permet, par exemple, la prise en charge de patients et également l'identification de certaines pathologies. Alors si vous avez un attaquant, par exemple, qui a accès à ce système, qui a un accès au dataset, aux données, ou qui a accès au modèle, il peut, en requêtant le modèle, en lui soumettant une information, avoir un retour et fuiter de l'information. Par exemple ici, on a, bien entendu, il faut des prérequis. Il faudrait qu'on ait un attaquant qui ait compromis un système, qui est capable de lancer des requêtes vers le système et donc de lui soumettre une information. Par exemple, un numéro de sécurité sociale d'un patient ou bien une information qui est propre à un patient. Et donc si j'envoie ça sur une base de données, par exemple ici on a une base de données de patients qui ont le sida, d'accord ? Je vais envoyer par exemple une information qui est propre à un patient et puis le système est censé me répondre et m'envoyer un score comme nous allons le voir plus loin. Si j'ai une réponse positive, ça veut dire que ce patient-là fait partie de cette base de données et que c'est un patient qui a le HIV, le sida. D'accord ? Donc on a beaucoup de problèmes de fuite d'informations par rapport à ces systèmes. Donc ça également, ça va faire partie des types d'attaques dont on va parler. Alors, lorsqu'on a un problème, il est très important de pouvoir l'analyser. Et l'analyse de ce problème passe déjà par la compréhension des concepts. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'intelligence artificielle, et on n'a pas besoin d'être expert en intelligence artificielle pour faire de la sécurité, mais on doit comprendre certains concepts qui sont clés. Alors ici, les systèmes d'intelligence artificielle sont basés sur deux éléments qui sont importants. Vous avez les données sur lesquelles on va entraîner les modèles, et vous avez le modèle lui-même. Alors le modèle lui-même, c'est quoi? C'est un algorithme qui est entraîné. C'est un algorithme qui est entraîné. Par exemple, dans un système de reconnaissance d'image, on va entraîner par exemple un système à reconnaître une personne, d'accord? Et donc on va lui soumettre une grande volumétrie d'images qui correspondent à des personnes. Et donc après un certain moment, il sera capable de reconnaître, de détecter un pattern. Donc une personne, c'est quoi? C'est une personne qui a par exemple 2 yeux, une tête, etc. Et puis qui sera capable de classifier des images par rapport à un pattern qu'il aura détecté. Donc c'est exactement ça. Donc ici, dans ces systèmes d'intelligence artificielle, il y a 2 composants qui sont très importants et qu'on doit adresser lorsqu'on fait la sécurité. Vous avez ce qu'on appelle les données sur lesquelles on va entraîner le modèle, et puis le modèle lui-même qui comprend l'algorithme. D'accord? Donc, lorsqu'on fait de la sécurité, ça je ne vais pas vous l'apprendre, et surtout lorsqu'on va faire d'une analyse risque, on a besoin de comprendre comment fonctionne le système, pour essayer de voir où on pourrait avoir les vulnérabilités et comment répondre à ces vulnérabilités. Donc ici, typiquement, on a des données, d'accord, qui sont très importantes, qu'on appelle les datasets, donc les données qu'on peut retrouver à 2 endroits. Les données d'entraînement, d'apprentissage, lorsqu'on va faire de l'apprentissage, le modèle va être dans une phase d'apprentissage, d'accord. Donc on peut avoir des problématiques à ce niveau-là, si jamais on arrive à corrompre ces données, si on falsifie les données, on va avoir un modèle qui va avoir des problèmes d'intégrité. On va avoir un modèle qui va me donner une mauvaise classification, d'accord? Et vous avez également le modèle lui-même, l'algorithme lui-même, qui peut comporter des failles de sécurité. Donc, pour pouvoir comprendre ce qui va suivre en termes d'attaque, il faut qu'on ait déjà une idée assez claire du concept, d'accord? Alors ici, typiquement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? D'accord? Qu'est-ce qui pourrait être la source de ces attaques? Typiquement, donc, c'est déjà les données. On peut avoir des problèmes d'intégrité des données. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la sécurité dans la salle. Lorsqu'on pourrait corrompre des données. Si vous avez par exemple
un utilisateur de l'extérieur ou de l'intérieur de l'organisation qui accède à ces données, il peut les intercepter, il peut les falsifier, il peut les corrompre, d'accord? Et donc, in fine, je vais avoir un modèle qui sera corrompu. Je vais obtenir un modèle lors d'une phase d'apprentissage qui va être monté sur des données qui ne sera pas en mesure de me donner une bonne classification ou une bonne prédiction par rapport à ce qu'il est censé donner. Donc, vous allez avoir des problèmes sur les données, mais aussi des problèmes sur l'algorithme, parce que souvent les algorithmes, c'est une boîte noire. C'est une boîte noire, on ne sait pas comment fonctionne l'algorithme, on n'est pas en capacité de l'auditer également, parce qu'il peut y avoir aussi des problèmes de propriété intellectuelle, etc., et tout ce qui est normal, et donc on ne peut pas ce qu'on appelle, je fais un parallèle par rapport à ce qu'on connaît déjà, lorsque vous faites une revue de code par exemple, il faudrait que vous puissiez accéder au code de l'application pour essayer de comprendre ce que est censé faire le code et essayer de détecter des vulnérabilités au niveau du code. Donc on fait des revues de code statiques, on les fait aussi en dynamique, mais en statique déjà, il faudrait que je puisse accéder au code. Là, l'algorithme, c'est pareil, on peut avoir des failles au niveau de l'algorithme. Et donc il faudrait que je puisse accéder à cet algorithme. Maintenant, si je ne peux pas le faire, ça sera une boîte noire, et donc je peux avoir des problèmes de sécurité par rapport à cela. Alors en termes d'attaque, vous avez 3 grandes familles d'attaques. Il n'y en a pas 4, il y en a 3. D'accord ? Vous avez la première grande famille, c'est les attaques par manipulation. Les attaques par manipulation, ce sont peut-être les attaques les plus difficiles à détecter. Parce que là, on va manipuler les données qui sont transmises au modèle. D'accord ? Donc cette manipulation, elle peut se faire de manière exogène. Par exemple, les panneaux de signalisation, là je parlais des véhicules autonomes, quelqu'un qui va mettre un sticker sur un panneau de signalisation ou marquage au sol, la reconnaissance ne va pas se faire correctement. Et donc ça, on ne peut pas le détecter. Parce qu'avec les moyens qu'on a au niveau de notre système d'information, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de cet environnement. Donc c'est difficilement détectable. Donc vous avez des manipulations. Vous pouvez aussi avoir des choses que nous allons voir. Vous pouvez avoir des attaques de type man in the middle. C'est-à-dire que les données qui sont transmises au modèle vont être interceptées par un attaquant qui va les transformer et les réenvoyer au système. D'accord ? On peut avoir ce type d'attaque. Et donc ça fait partie des attaques de manipulation qui sont difficilement, je ne dis pas que ce n'est pas impossible de les détecter, hein. Man in the middle, on peut le détecter, mais ça va être difficile de pouvoir détecter. Alors, vous avez également la seconde famille d'attaques, vous avez les attaques par infection. Une attaque par infection, c'est qu'on va infecter les données d'apprentissage. Vous avez un modèle sur lequel on va faire un apprentissage, et bien ces données, si vous avez quelqu'un de l'intérieur qui peut avoir un accès à ces données, il va essayer de corrompre ces données, il va essayer, par exemple, si je fais il va essayer d'ajouter ses propres données dans les données d'apprentissage, et donc je vais avoir un résultat, je vais avoir un problème d'intégrité en réalité. D'accord ? Donc tous les problèmes d'infection, et puis l'exfiltration. L'exfiltration, c'est si j'ai un accès et je suis capable de requêter le modèle, si dans ce modèle et dans ces données, j'ai des informations qui sont sensibles, des informations personnelles, des informations médicales par exemple, des informations bancaires, etc. Là, je peux avoir un gros problème de fuite d'informations. Alors, là, j'ai une autre illustration des attaques, mais là, c'est sur une timeline. Donc ici, j'ai des attaques d'infection qui vont se faire dans une phase, ici dans une phase d'entraînement, d'accord ? Vous avez les attaques de manipulation qui se font lorsque le système est en production, et puis vous avez l'exfiltration qui peut se faire en apprentissage ou en production. Donc la conclusion c'est quoi? C'est que mon système en réalité, il est attaquable à n'importe quel moment, d'accord? À n'importe quel moment, je peux avoir une attaque de mon système. Et donc ça, c'est également très important de bien le comprendre. Alors, par rapport aux attaques d'infection, on a des exemples qui sont connus. Là, on n'est pas dans la science-fiction. On a des exemples qui sont connus. Je vais vous donner un exemple que je pense que pas mal de personnes connaissent. En 2017-2018, il y a eu l'anti-spam de Google, de Gmail, pardon, l'anti-spam de Gmail qui a été attaqué.
très simplement, hein, vous avez des spammers qui ont déclaré des spams comme étant des mails légitimes. Donc, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le module qui est censé justement faire de l'anti-spam, eh ben, il n'a pas été en mesure de faire de l'anti-spam. D'accord? Donc, vous avez, vous avez ce type de problème lorsque vous avez des systèmes qui sont en apprentissage continu. C'est-à-dire que le modèle, il a été entraîné, il est en production, et il va continuer à faire son apprentissage lorsqu'on est dans cette phase-là. Donc on a ce premier type d'attaque. Alors toujours les attaques d'infection. Alors ça, ce sont pour les connaisseurs, les attaques de supply chain. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle, par exemple, vous êtes une start-up, d'accord? Vous êtes une start-up et vous êtes en train de développer une application qui va utiliser de l'IA, d'accord? Le problème, c'est d'avoir la volumétrie des données et d'avoir déjà un modèle, alors soit vous êtes riche, d'accord, et vous êtes capable, vous avez des capacités de stockage, vous avez des capacités de traitement, qui fait que vous êtes en mesure d'entraîner un modèle. Parce que pour entraîner un modèle, il faut quand même il faut avoir toutes ces ressources-là. Oui, oui. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on a, comment dirais-je, on a des modèles qui sont utilisés par des tiers, et donc ici, ces modèles-là, par rapport à ces modèles-là, lorsque vous utilisez des données ou une application d'un tiers ou une mise à jour, il y a toujours un risque à ce que ce modèle-là soit déjà contaminé, d'accord? Alors, ces types d'attaques, on les connaît, hein. Lorsque, par exemple, vous faites une mise à jour d'un produit, qui vous dit que cette mise à jour vient de l'éditeur. Donc on va utiliser des signatures, on va utiliser des hashes, etc. Donc on a ce type de problème-là qui peut exister sur ce type d'attaque. Alors on a également du backdooring. Du backdooring, c'est un backdoor. Alors on a des cas, hein, par exemple le cas de Silence, c'est un backdoor qui a été mis en place. Alors le backdoor, l'attaque s'est faite en 2 temps. Le premier temps, c'est que on a des attaquants qui ont 5 minutes, hein, des attaquants qui ont pu déclarer des fichiers sains. Monsieur Chafaï, 5 minutes c'est un peu trop, parce que là vous avez quasiment écoulé votre temps, vraiment 2 minutes pour terminer. On peut pas. D'accord, 2 minutes. Il y a tout un programme, s'il vous plaît. Je m'excuse, hein, je terminerai juste sur ce slide. Donc ici, l'attaque s'est faite en 2 temps. Dans un premier temps, vous allez avoir des attaquants qui vont déclarer des fichiers sains, hein, qui vont soumettre des fichiers à un modèle, donc ils vont entraîner un modèle avec des fichiers sains, mais avec une signature dans le fichier. C'est-à-dire qu'on va injecter dans tous les fichiers, hein, ce sont des milliers de fichiers qu'on soumet, une signature, c'est-à-dire une suite de chaînes de caractères que le modèle va détecter et va associer à un fichier sain. Ça, c'est la première étape de l'attaque. La deuxième étape, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez un modèle qui est entraîné avec ce backdoor. Dans un second temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un vrai ransomware et on va lui injecter cette signature, cette chaîne de caractères que le modèle a déjà été entraîné dessus, et pour lui, il y a une annotation qui dit que c'est un fichier sain. Et donc, il va le considérer comme étant sain alors que c'est un ransomware, par exemple. Là, ça, c'est l'attaque de Silence, par exemple. Ok, donc, bon, je pense que j'avais beaucoup de slides, hein, par rapport à cela. Malheureusement, on ne pourra pas terminer. Il y a une annonce que vous devez faire à la fin? Oui, j'ai une annonce. Oui, oui. Bah, allez-y, là on vous donne 30 secondes pour l'annonce. Je ne vais pas vous priver de ça. Oui. Mais sinon, pour la presse, on est désolé, vous avez largement dépassé. Alors, j'ai une annonce à vous faire, hein, donc je voulais vous faire cette annonce. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer qu'aujourd'hui, l'Algérie a un chapitre ISC2. D'accord? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ISC2, ISC2, c'est une organisation internationale qui regroupe les professionnels de la sécurité, les pratiquants de la sécurité. Et donc, ISC2, c'est la certification CISSP. C'est aussi le tronc commun de connaissances de sécurité, le Common Body Knowledge, qui regroupe tous les domaines de la sécurité. Donc, il y a des chapitres, hein, il y a 150 chapitres dans le monde. En Afrique du Nord, il n'y a pas de chapitre, donc l'Algérie est le premier pays d'Afrique du Nord à avoir son chapitre. On a des chapitres en Afrique anglophone,
Donc on a un grand chapitre en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Ouganda et en Éthiopie. Et aujourd'hui, on a un chapitre en Algérie, ce qui est une excellente nouvelle, puisque les RSSI, les DSI pourront, à travers ce chapitre, pouvoir faire déjà la promotion de la sécurité de l'information, ce qui est très important, et également s'appuyer sur ce grand réseau de chapitres pour pouvoir porter notre voix auprès de décideurs et faire de la sensibilisation, parce que c'est également l'un des objectifs de ce chapitre, c'est de sensibiliser toutes les personnes qui font de la sécurité, mais également les autres qui ne sont pas dans la sécurité, donc les institutions publiques, le grand public, par rapport aux problématiques qu'on peut avoir. Donc c'était ça mon annonce, et puis je vous remercie, et désolé, hein, on n'a pas pu... Merci. terminer. Merci Sofiane Chaffaï.